Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on continue l'histoire avec l'étape 2, l'Europe à petits pas, entre 1947 et 1957. Donc là, juste avant, on a vu donc vraiment au début du XXe siècle comment se forment les prémices d'une petite Europe. Là, on va voir que vraiment les choses concrètes arrivent. Et elles arrivent notamment avec le thème 1, donc le plan Marshall. Alors le plan Marshall, nous en avons déjà parlé justement dans le cours sur les USA, donc je vais passer très rapidement. Alors souvenez-vous, nous en avions parlé, l'Europe en 1947 sort d'une deuxième guerre mondiale, donc beaucoup de morts, 4 fois plus que la première guerre mondiale. Le bilan s'alourdit au niveau des victimes, au niveau des dégâts, des traumatismes, etc., etc. Parce que cette fois, non seulement des soldats sont morts, mais aussi beaucoup de civils. Et aussi, il y a la libération des camps de concentration. Donc les gens vont être sacrément étonnés de voir des sortes de hordes de zombies débarquer. Ça va traumatiser parce qu'on va se rendre compte que, en fait, certains Allemands vont se rendre compte qu'ils habitaient juste à côté d'un camp de la mort. Voilà. Et surtout de ce qui s'y passait. C'était assez horrible. Et aussi, on a affaire à, comme on l'a vu donc avec les États-Unis, à l'arrivée de deux grandes puissances, les États-Unis et l'URSS. Donc là, elles se démarquent bien. Et d'ailleurs, en 1947, on l'avait vu, le président Truman, donc Truman, États-Unis, le président Truman, il applique le plan Marshall. Qu'est-ce que le plan Marshall ? Petit update. Donc on avait vu que justement, le plan Marshall consistait à donner de l'argent à l'Europe. Les États-Unis, comme ça, donner de l'argent à l'Europe pour justement qu'elle puisse se reconstruire, qu'elle aille plus vite, etc. Et surtout que le commerce puisse reprendre entre les États-Unis et l'Europe. Donc la somme avait été de 173 milliards de dollars. Et le problème, c'est qu'il faut organiser tout ça. Parce que les États-Unis vont arriver, tenez, voilà, 173 milliards de dollars, débrouillez-vous. Et c'est pourquoi en 1948, on assiste à la création de l'Organisation européenne de coopération économique. Important, c'est pour ça que c'est surligné en jaune. Important. Autrement appelé l'OECE. Donc cette organisation européenne de coopération économique, en fait, elle va prendre ces 173 milliards de dollars et elle va les dispatcher à travers les pays. Bien sûr, proportionnellement. C'est-à-dire qu'elle ne va pas donner la même somme à la France qu'à la Belgique. Vous comprenez pourquoi. La Belgique, niveau surface de terrain à reconstruire, ça va, alors que la France, c'est quand même un pays assez imposant, assez grand. Et du coup, le coût des réparations n'est pas le même. Mais ça, on l'avait vu avec une carte, il me semble justement, une carte où vous avez différents petits points qui montrent justement la répartition. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit qui est qui. C'est-à-dire qu'on voit qui est pour les États-Unis, qui est pour le communisme. Parce que le communisme, lui, il va dire non, de l'argent des Américains, là, on n'en veut pas. Hein. Non, nous, on va prendre notre argent parce qu'on est fort, tout ça. Et du coup, vous avez une séparation de l'Europe en deux, justement, entre ceux qui refusent ou qu'on a obligé à refuser, pardon, on a obligé à refuser, et de l'autre, vous avez justement ceux qui sont pro États-Unis. Voilà comment se passe justement le plan Marshall. Donc avec 1948, la création de l'OECE. Qui, attention, n'est pas un truc, genre il y a 10 mecs qui se rassemblent et on se dit tac tac tac. Non, il y a vraiment tout un conseil des ministres, comme je l'ai mis, un comité exécutif. C'est vraiment quelque chose d'organisé. Il y a vraiment une hiérarchie, tout ça, un peu comme le CECA qu'on verra plus tard justement. Donc voilà pour ce qui est du thème 1, le plan Marshall.
Donc si vous vous en souvenez plus trop, allez voir le cours justement sur les USA et le monde. Alors, thème 2, extrait du discours de Churchill au Congrès de La Haye en mai 1948. Alors du coup, ce discours, je vais vous le lire. Le mouvement pour l'unité européenne, d'aucuns prétendent qu'il en résultera un sacrifice de la souveraineté nationale. Je préfère pour ma part voir l'acceptation progressive par toutes les nations en cause de cette souveraineté plus large qui seul pourra protéger leurs diverses coutumes distinctives, leurs caractéristiques et leurs traditions nationales qui, toutes, disparaîtraient sous un système totalitaire, fût-il nazi, fasciste ou communiste. Il est nécessaire que le pouvoir exécutif des 16 pays associés pour les projets du plan Marshall prenne des dispositions précises. Mais nos vues ne se bornent pas ici à l'Europe occidentale. Nous ne visons rien moins que toute l'Europe. Des exilés de marque de la Tchécoslovaquie, de presque toutes les nations de l'Europe orientale, ainsi que l'Espagne, sont ici parmi nous. Loin de prendre en mauvais part la création d'une Europe unie, le peuple américain accueille et soutient avec ardeur la résurrection de ce qu'on a appelé l'Ancien Monde. Un monde maintenant étroitement associé avec le nouveau. Extrait du discours de Churchill au Congrès de La Haye, mai 1948. Ce discours, il est assez important. Alors, juste pour revenir, donc un système totalitaire, c'est une dictature, c'est-à-dire voilà, un système totalitaire, c'est qui contrôle l'entièreté du pays, la totalité du pays. Enfin, un homme contrôle totalement le pays, ce qu'on a vu notamment avec Hitler ou Staline. Et l'ancien monde, c'est nous, c'est l'Europe, parce que c'est le plus vieux continent, tout ça, enfin voilà, du moins avec les traces, etc. Et le nouveau monde, du coup, c'est les États-Unis qu'on a découvert, très récemment. Alors, la question est la suivante. Quelle est la conception de la construction européenne de Churchill ? Donc, comment est-ce qu'il voit la construction européenne, justement ? On va se réfléchir. Alors, vous pouvez écrire. Churchill est conscient que cette union des pays d'Europe causerait une perte du caractère propre de chaque pays. Point. Cependant, il reconnaît que ce rassemblement se dirige vers une politique respectueuse des valeurs du pays, contrairement aux empires totalitaires. Entre parenthèses, Troisième Reich, virgule, URSS, virgule, 3 petits points, fermez la parenthèse. Point. Final. Donc voilà. Churchill, justement, c'est vraiment le type qui dit certes, on va devoir mettre un petit peu de côté notre nationalité, ce qui fait de nous, un pays unique. Mais il faut le faire. Parce que si on se rassemble ensemble, même si on met de côté nos valeurs propres, au moins on va rester dans un pays uni qui respecte justement l'individualité. C'est-à-dire, on risque de sacrifier quelques petites notions de nationalité, on va quand même garder nos plus grandes valeurs. C'est-à-dire pour la France, par exemple, on va garder notre drapeau, on va garder notre devise, nos institutions, etc., etc. Donc ça, voilà. Churchill, il dit, voilà, on va peut-être sacrifier quelques petits trucs, mais au moins on sera rassemblés, et l'Europe, cette Europe unie va respecter chaque pays individuellement. Contrairement à ce que ferait par exemple un pays comme l'URSS, qui, comme on l'a vu justement, ne respecte pas trop les libertés individuelles. C'est-à-dire, il ne va pas hésiter à imposer un parti politique dans chacun de ces pays, que ce soit la Pologne, Tchécoslovaquie, tout ça qu'il a annexé, et mettre à la tête justement des communistes, donc ça on l'a vu.
notamment avec le coup de Prague. Et le Troisième Reich, bon, bah voilà, Hitler, on n'en parle même pas, hein, lui, voilà, on annexe, on tue les juifs, et voilà, donc niveau liberté individuelle, on n'en parle même plus. Donc là, voilà, c'est ce que veut dire Churchill, il veut dire, voilà les gars, on se rassemble pour éviter de se faire bouffer par les dangereux régimes totalitaires. Montrer que Churchill a une idée politique derrière la tête. Bon, en même temps, c'est un homme politique, donc forcément, il y a une idée politique. Hein. Voilà. Alors, vous pouvez écrire. Churchill souhaite vraiment rassembler les pays d'Europe entre eux pour créer une puissance plus forte, virgule, à l'image de RCK, Richard Coudenhove-Kalergi, pardon, qui, comme on l'a vu justement, voilà, est vraiment aussi dans cette ambiance. Je vais expliquer après. Point. De plus, il dénonce de manière implicite l'URSS comme étant une dictature, mais offre un autre sort pour les USA, puisqu'il considère que l'Europe est vraiment liée au continent américain. Point final. Bon, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, voilà, on va suivre un peu le programme de RCK, donc Khrushchev, Coudenhove-Kalergi, qui, souvenez-vous, voulait créer une Europe unie pour éviter de se faire bouffer par les communistes et par les Américains. Là, justement, Churchill reprend un petit peu la même idée, en disant, voilà, si on est unis, on sera beaucoup plus costaud contre les empires totalitaires. Et bien sûr, bah, il dénonce de manière implicite. Il dénonce de manière implicite justement l'URSS à travers le communiste en disant, quand il dit justement disparaîtrait sur un système totalitaire, fût-il nazi, fasciste ou communiste. Voilà. Enfin, j'aurais même presque à dire c'est explicite quoi. Enfin là il dit clairement communiste, URSS, voilà c'est de votre faute. Hein. Vous êtes une dictature. Et après, justement, par contre, les Américains, là, on voit à peu près le soutien, justement, de Churchill envers les Américains. C'est-à-dire que, voilà, Churchill, c'est l'Angleterre, c'est le Premier ministre anglais. Du coup, on voit vraiment qu'il est avec les Américains. Et voilà, contrairement, justement, à Coudenhove, Kalergi, qui, lui, par contre, était en mode, non, une Europe toute seule. Voilà, pas les Américains. Pas les communistes, on n'en veut pas, on veut créer tout seul, une Europe toute seule. Et là, non, Churchill lui dit, ouais, voilà, on va lier justement l'ancien monde avec le nouveau monde. Enfin, vous voyez, il nous crée vraiment un lien entre nous et les Américains. Ce qui n'est pas faux, puisque l'ancien monde, justement, hashtag Europe, était bien là avant les Américains. Enfin, du moins, la civilisation était bien avant les Américains, parce que les Américains étaient encore aux Indiens. Ouais, certes, quelques civilisations précolombiennes, mais bon, voilà. Et du coup, les États-Unis, leur histoire ont commencé à peu près à leur indépendance en 1776. Donc voilà, c'est très jeune, c'est très jeune. Pensez-nous, on peut remonter notre histoire, voilà, bien avant les Gaulois, où il y a 400 000 ans, avec les hommes préhistoriques qui découvrent le feu. Enfin, oui, ça peut remonter loin. Et surtout qu'en plus, on est liés, puisque les États-Unis, comment ils sont formés? Ils sont formés par des colonies anglaises et françaises. Donc à la base, c'est les Européens, enfin c'est les États-Unis, ils viennent, la plupart de la population américaine sont des Européens. Et oui. Alors que l'URSS, par contre, depuis le début, c'est toujours des Soviétiques. Donc vous voyez, on a ce lien avec les Américains qu'on n'a pas avec les communistes. C'est vrai que ça a dû aider justement pour après. Contrairement justement à la Pologne, par exemple, qui est un peuple de Slaves,
Donc, un peuple de Slaves, c'est une culture slave, carrément, qui se rapproche beaucoup plus de la Russie. Pour ça voilà, il y a aussi ce lien qui est un plus évident. Prenez par exemple la langue slave, le russe, le polonais, le biélorusse, etc. Nous, on n'y comprend rien. C'est incompréhensible. Alors que nous, les Français, on se rapproche beaucoup plus de l'américain, justement, en termes de langage. Alors, donc voilà pour ce qui est du discours de Churchill. Et maintenant, nous allons passer à un gros bloc, la construction d'une union. Alors, on va voir justement dans ce mini-thème que l'union va vraiment se former à partir de 1949. Enfin, 1950, oui. 1949, donc l'Allemagne, comme je vous l'avais dit, est divisée. Vous avez d'un côté la RFA, République fédérale d'Allemagne, et de l'autre la RDA. Et justement, en 1942, les deux deviennent officiellement des pays à part. C'est-à-dire, on a vraiment le pays République fédérale d'Allemagne et RDA. Et du coup, la République fédérale d'Allemagne va entrer dans l'OCE, l'OCE donc par rapport au plan Marshall, et justement va vraiment bénéficier de l'aide américaine. C'est pour ça d'ailleurs, et ça on l'a vu maintes reprises, donc à travers le film, à travers le cours sur le mur de Berlin, etc. On va voir que justement, cette aide, elle retranscrit vraiment la différence. C'est-à-dire entre la RFA qui est, comme on l'a vu, très moderne, et la RDA qui est arriérée, qui est en retard. Donc là, vraiment, on voit l'impact justement du plan Marshall sur les pays. Alors, le problème, c'est qu'il faut reconstruire donc cette RFA. Et pour ce faire, on a quand même un peu peur. Parce qu'on se dit, oui, alors 49, ça fait à peine 4 ans que l'Allemagne est revenue dans le côté bon de la force. Donc, elle est encore un peu dangereuse. Hein. Enfin, on n'a pas très confiance. Et c'est pour ça d'ailleurs que, justement, Schuman va tout faire avec son plan Schuman. Voilà. Ouais, peut-être un peu le melon gros, mais bon. Bref. Et justement, on va commencer donc avec ces deux biographies, toutes petites. Donc la première, Robert Schuman, 1886-1963. Donc ça, c'est important à retenir. Retenez surtout Robert Schuman, qui il est. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire, parce que bon, c'est quand même un type assez important. Né dans la Lorraine, annexée par le Reich, citoyen allemand jusqu'en 1918, il est élu député à l'Assemblée nationale en 1919 et sera plusieurs fois ministre sous la 4e République en charge des affaires étrangères en 1950. Donc voilà pour ce qui est du Robert Schuman. Là, à côté, nous avons Jean Monnet. Alors attention, Jean Monnet qui n'est pas à confondre avec l'autre Jean Monnet de la Résistance. Et oui, deux personnages différents. Non, je me suis trompé, la fatigue. Ne pas confondre avec Jean Moulin. Oui, Moulin. Jean Monnet, donc c'est celui qu'on va parler, et Jean Moulin, c'est celui qui a fait partie de la Résistance. Bon, autant pour moi. Donc Jean Monnet, 1888-1989. Oui, ils sont à peu près dans la même tranche d'âge. Chargé de la reconstitution économique, il propose à Schuman le projet de la CECA, qui lance la construction européenne. En 1958, il sera le premier président de l'Assemblée parlementaire de la CEE, nouvellement créée. Alors, la question est la suivante, donc derrière, ou dessous. Pourquoi Schuman se sent-il impliqué? Quel est le rôle de Monnet dans ce plan? Alors, je vous laisse réfléchir. Maintenant, vous pouvez écrire. Schuman est impliqué du fait qu'il était allemand et a vécu la Seconde Guerre mondiale du côté allemand. Point. C'est pourquoi
Il ne veut pas d'autre guerre et souhaite que son pays se reconstruise sainement. Point. Quant à Monet, il représente la France dans ce lien avec l'Allemagne. Point final. Donc, voilà, on a un Allemand avec nous, c'est-à-dire que Schuman donc est allemand et du coup il connaît plutôt bien son pays justement et il veut vraiment sauver son pays parce que oui, tous les Allemands n'étaient pas nazis, hein, donc voilà, quand ils ont été libérés, ils étaient contents aussi. Mais le problème, c'est quand ils ont vu la misère qu'on leur a fait, bon, voilà, c'est risque de la guerre. Hein. Mais du coup, il a voulu vite reconstruire son pays, avoir un pays, voilà, une Allemagne renaissante, ressuscitée. Et c'est pourquoi justement il veut pas d'autre guerre et il veut construire quelque chose de sain, de vraiment, voilà, uni. Contrairement à ce qu'avait fait Hitler. Et Monet, lui, il représente justement la France dans ce lien. Donc, comme vous l'avez vu, donc ils ont à peu près le même âge. En plus, ils sont tous les deux des politiciens. Et voilà, et surtout qu'en plus Monet, lui, il prend vraiment à cœur ce problème, justement, cette volonté de créer un lien. Et du coup, les deux, bah, justement, vont s'unir pour vraiment créer quelque chose de concret. Déclaration de Schuman le 9 mai 1950. Alors là, justement, je vais vous lire l'article de la déclaration de Schuman et ensuite nous passerons à la... Alors, la paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. En ce faisant, depuis plus de 20 ans, le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire de la France et l'Allemagne soit éliminée. Alors, une opposition séculaire. Séculaire, ça veut dire sur plusieurs siècles. Parce qu'effectivement, le conflit entre la France et l'Allemagne ne date pas d'hier. On en a vu déjà avec François Ier, vous avez peut-être vu justement, vous, en seconde, avec Madame Gardès, justement, avec l'opposition entre François Ier et le Saint-Empire romain germanique de Charles Quint. Donc là, vous voyez, on a vraiment une confrontation entre l'Allemagne et la France. Après, par contre, nos pires ennemis restent quand même les Anglais. C'est-à-dire que les Anglais, c'est vraiment, voilà, the enemy of enemy. L'Allemagne, voilà, c'est juste la petite là qu'on va, avec qui à chaque fois on va se fighter, mais gentiment, vous voyez, voilà, enfin, sauf avec Hitler. Mais les ennemis, c'est vraiment nos ennemis héréditaires depuis toujours. Même depuis l'Empire romain, vous voyez, ça remonte à loin notre haine des Anglais quand même. Hein. Bon. Et surtout qu'en plus ils nous envahissent, on les envahit, blablabla, enfin voilà. Bref. Dans ce but, le gouvernement français propose immédiatement l'action sur un point limité mais décisif. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune, dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d'Europe. La solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France et l'Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible. L'établissement de cette unité puissante de production, ouverte à tous les pays qui voudront y participer, jettera les fondements réels de leur unification économique. Par la mise en commun de production de base et l'institution d'une haute autorité nouvelle, dont les décisions lieront la France, l'Allemagne et les pays qui adhéreront, cette proposition réalisera les premières assises concrètes d'une fédération, donc les premières institutions concrètes d'une fédération européenne indispensable à la préservation de la paix. Voilà.
Donc le discours de Schuman. Donc vraiment le discours de Schuman de mai 1950, mai 1950, c'est vraiment important à retenir. Bon, vous verrez de toute façon dans la fiche récap que je vous donnerai, c'est vraiment très important à retenir. Oui, petit aparté, ne vous fiez pas qu'à la fiche récap. Hein. Regardez les cours, faites les cours, parce que si vous voyez la fiche récap, vous n'allez pas comprendre comment ça marche, d'où ça vient, enfin voilà. Alors que si justement vous avez appris le cours, voilà, la fiche récap, du pipeau. Bref, quel est l'objectif poursuivi par le plan et comment Schuman l'envisage-t-il? Donc vous pouvez écrire. Schuman, S-C-H-U-M-A-N, évoque ici sa volonté de rassembler la France et l'Allemagne, puis de continuer à unir d'autres pays afin d'agrandir cet espace européen. Point. Pour ce faire, il souhaite fusionner l'économie du charbon et de l'acier des deux pays afin que l'un et l'autre deviennent inséparables d'un point de vue économique. Il veut par ce moyen éviter une nouvelle guerre, raison pour laquelle il espère étendre ce mouvement à toute l'Europe. Point. Enfin, il envisage que ce rassemblement économique soit supervisé par la haute autorité dans le but de créer une base solide aux institutions européennes. Point final. Alors, voilà, en fait, Schuman, il est vraiment dans cette idée que France-Allemagne, il faut qu'on se réunisse. On est quand même des pays assez proches. On se réunit justement et on crée quelque chose pour justement effacer les douleurs de la guerre, pour effacer, voilà, pour vraiment reconstruire, se rebâtir et construire quelque chose de vraiment efficace. Et vous voyez, là, on n'est plus justement dans la vision de Aristide Briand. Aristide Briand, voilà, il disait ouais, on va s'associer, ça va être cool, on va faire un petit rassemblement, voilà. Mais vous voyez, c'est un peu flou. Là, on est vraiment des choses concrètes, c'est clair. C'est-à-dire qu'on va créer justement la CECA, donc la communauté économique de charbon et de l'acier. On va le créer vraiment, voilà, de manière claire pour. Parce que oui, on va pas créer tout de suite l'Union Européenne, paf, non. On va d'abord créer une première institution pour, vous voyez, créer des petits liens déjà. Créer des petits liens économiques, tout ça, à droite, à gauche, parce qu'on sait que la politique et le social en ce moment, voilà, c'est pas encore ça. Donc, on va essayer de créer des petits liens justement pour rassembler petit à petit, pour commencer un petit peu à, vous voyez, rassembler ces pays, pour ensuite, boum, avec les traités de Rome qu'on verra, vraiment, et la CEE, vraiment créer quelque chose de solide. Donc voilà ce que la CECA, c'est vraiment créer voilà, des liens. Et cette CECA, en fait, c'est très simple. Par exemple, une production de charbon et d'acier en France, on va justement, voilà, on va tout rassembler avec celle d'Allemagne, celle du Benelux, etc. Et après, redispatcher. C'est un peu le plan communiste. En plus, paradoxalement. Tout rassembler pour tout redispatcher, tout le monde est au même niveau. Quelque part. Comme quoi, c'est ironique. Bref. Et voilà, donc c'est vraiment un point de vue économique qui est solide. Et justement, on va voir toute cette histoire de rassemblement et ces institutions. À travers donc la communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc on va voir justement comment marche cette haute autorité et les différentes institutions. Donc on va voir un peu les dessous justement de cette institution. Bref. Donc je vous lis le texte suivant. La haute autorité
commune chargée du fonctionnement de tout le régime sera composée de personnalités indépendantes désignées sur une base paritaire, c'est-à-dire comme je vous l'ai mis en nombre égal, par les gouvernements, c'est-à-dire chaque gouvernement aura le même nombre de représentants. Un président sera choisi d'un commun accord par les gouvernements. Ces décisions seront exécutoires, donc exécutées de force en France, c'est-à-dire, voilà, c'est ça et pas autrement. Donc, vous voyez, on retrouve vraiment ce système fédéral. En Allemagne et dans les autres pays adhérents, des dispositions appropriées assureront les voies de recours nécessaires contre les décisions de la haute autorité. Déclaration de Schuman le 9 mai 1950. Alors, chose importante, je vous ai mis la définition d'un organisme supranational. Donc un organisme supranational, qu'est-ce que c'est? C'est l'organisme se situe au-dessus des gouvernements de chaque nation. Donc c'est typiquement la haute autorité est un organisme supranational. C'est-à-dire que vous avez les gouvernements de chaque pays et au-dessus la haute autorité qui contrôle le tout. Enfin, qui contrôle du moins la CECA, enfin le charbon et l'acier. À un moment, on n'aura pas les gouvernements en eux-mêmes. Ça, on va voir, c'est l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne est une organisation supranationale. C'est-à-dire que voilà, elle a force sur tous les gouvernements. Et voilà. Ouais. Donc, quel rôle ont les gouvernements dans la création de la haute autorité? Quel pouvoir lui est accordé? Alors, vous pouvez écrire: les gouvernements désignent des représentants à l'Assemblée commune, donc entre parenthèses, répartition paritaire, fermez la parenthèse, virgule, nomment les membres de la Cour de justice et mandate le Conseil des ministres. Point. Donc mandater, c'est confier le pouvoir d'agir à quelqu'un. Donc quand on mandate le Conseil des ministres, eh bien, on leur donne le pouvoir d'agir. Je vais vous expliquer après, pas l'inquiétude. Point. La haute autorité possède le droit d'adopter des décisions à plusieurs échelles. Point. Elle veille alors à la bonne répartition du charbon et de l'acier entre les différents pays membres. Point final. Alors, bon, je vais vous expliquer ça avec un peu plus de détails, justement, d'où l'importance de m'écouter pour les réponses, parce que je vous donne beaucoup plus de détails que voilà, dans la réponse même. Alors, donc, vous avez différents organismes, comme vous pouvez le voir, justement. Vous avez l'Assemblée commune. Alors, l'Assemblée commune, comme vous pouvez le voir, justement, c'est une instance supranationale. Donc, elle a toute son importance, justement. Et voilà, et elle descend des instances nationales, c'est-à-dire c'est les parlements de chaque pays qui vont élire un représentant, ou plusieurs, enfin non, pardon, je vous raconte des bêtises, oui, plusieurs représentants, on en a 18 pour l'Allemagne, 10 pour la Belgique, 18 pour la France, 4 pour le Luxembourg. Alors, bien sûr, on s'adapte par rapport à la taille du pays, c'est-à-dire on ne va pas donner le même nombre de représentants par pays, c'est logique. Et voilà. Donc, vous avez, dans un premier temps, l'Assemblée commune, donc qui représente le peuple, justement, et qui peut renverser la haute autorité. Donc ça, c'est ça qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que la haute autorité n'est pas une dictature. Dire elle n'a pas tous les pouvoirs et reste, non. Si l'Assemblée commune juge que la haute autorité n'est pas fonctionnelle, n'est pas bien, on la change. Bon, bien sûr, il faut des raisons, quand même. Faut pas juste dire oui, mais non, elle me plaît pas, changez-la, reboot. Non, non, bien sûr, il faut quand même des arguments, voilà, tout un tas de documents, etc.
Ensuite, donc, vous avez le Conseil des ministres. Donc lui, par contre, il représente vraiment les États, justement, et il va donner voilà, des conseils, justement, donc un pouvoir consultatif, où il va échanger avec la haute autorité, voilà, pour prendre des décisions, etc., par rapport à différents pays, etc. Là, vous voyez, donc, comme c'est marqué, c'est un organe de concertation. Donc là, voilà, comme le comité consultatif avec les représentants de la société civile, justement, donc les citoyens, c'est voilà, juste pour consulter. La haute autorité consulte les pays, voilà, par rapport à ce qui se passe en ce moment, par rapport à ce qui va se passer, etc. La situation dans le pays même. Au moins, ça permet justement le fait d'avoir des représentants comme ça des pays permet d'avoir une actualisation, dire de savoir qu'est-ce qui se passe dans le pays, est-ce que c'est bon, est-ce qu'on peut faire passer cette loi, ça va, oui, parfait. Et enfin, vous avez aussi une cour de justice. Donc cour de justice supranationale, pareil, donc vraiment la force sur les gouvernements, et elle veille au respect du droit dans le marché commun. C'est-à-dire qu'en fait, elle va vraiment veiller à ce que tout soit légal. C'est-à-dire la passation de différents produits économiques comme le charbon et l'acier se passe dans les règles, que tout se passe bien, justement juridiquement parlant, etc. Elle va vraiment veiller à apporter un cadre légal. De même que la haute autorité, elle surveille que voilà, ils font les choses légalement, les lois passent légalement, etc. Que ce soit en accord avec la constitution de chaque pays. Voilà. Donc vous voyez quand même, c'est quand même assez cadré. Là, on n'a plus de Aristide Briand et il nous dit oui, une assoce. Non, là, on a vraiment une institution avec des organismes, avec une haute autorité, une cour de justice, un conseil des ministres. Vous voyez quelque chose vraiment de précis et surtout en plus à différentes échelles. D'ailleurs, vous avez l'échelle vraiment du peuple, donc du peuple de chaque pays. Ensuite, vous avez le gouvernement de chaque pays. Et enfin, vous avez vraiment l'institution même. Donc vous voyez, les trois sont reliés. Justement, ça montre, c'est le principe de la démocratie. C'est que voilà, le peuple peut quand même parler en représentant, avec les représentants justement de chaque pays. Donc vous voyez quand même, on a quelque chose de solide avec la CECA. Donc la CECA est vraiment importante. Alors, on va continuer avec ce document. Quelle est la tendance politique du journal ? Alors pour bien que vous voyez, pour bien que vous intéressiez à ce qu'il faut lire, je vous l'ai mis vraiment en gros plan. Du coup, cette page de journal, c'est la une du journal L'Humanité du 7 décembre 1951. Alors, là justement, je vous laisse lire l'article et voir quelle est la tendance politique, que dit ce journal justement, que pense ce journal, etc. Je vais réfléchir. Donc vous pouvez écrire le journal, entre guillemets, L'Humanité, se veut clairement anti-européen, puisqu'il évoque un futur sombre si jamais la CECA continue. Point. Pour appeler le peuple à ne pas adhérer, A-D-H-E accent aigu R-E-R, à ne pas adhérer à cette idée, virgule, le journal utilise des mots forts tels que, entre guillemets, ruine, virgule, chômage, point, sans faire les guillemets, point. Le mot, entre ouvrez les guillemets, Wehrmacht, fermez les guillemets, reste un terme terrifiant aux oreilles des Français qui viennent de sortir de la guerre. Point. Le journal veut ainsi choquer l'opinion publique en faisant passer la CECA pour une menace. Point final. Alors, voilà ce que c'est en fait justement toute cette histoire. C'est vraiment quelque chose de qui se voit. Parce que quand on dit au sortir de la guerre,
Vous pouvez me dire, oui, mais là on est en 1951, c'est bon, ça fait 6 ans. Non, non, 6 ans, rendez-vous compte, c'est très tôt. Vous voyez par exemple les attentats de Charlie Hebdo, par exemple, ça reste encore. Alors que ça commence à remonter. Là, je viens de revoir la date, c'est le 7 janvier 2015. 2015. Donc ça fait 5 ans. Oui, on n'est pas si loin. Et pourtant, justement, vous voyez, on a encore à l'esprit justement ces attentats. Ça reste encore. Là, c'est pareil. Et en plus, surtout, là, c'est la Seconde Guerre mondiale. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas un attentat avec 10 morts. Enfin, attention, hein, je minimise pas l'attentat. Mais c'est quand même la Seconde Guerre mondiale avec des millions de morts, tout ça. Enfin, c'est le truc, voilà, qui reste bien en tête, hein, qui va bien rester pendant beaucoup d'années. Du coup, voilà, on vient de sortir de la Seconde Guerre mondiale pour eux, justement. Et là, on a ce journal qui nous dit, donc, ratifier le plan Schuman, c'est conduire l'industrie française à la ruine au profit des magnats de la Ruhr, provoquer un chômage massif, renforcer l'arsenal de la nouvelle Wehrmacht. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, justement? Donc, la Ruhr, c'est... Après, je vous empêche pas, hein, si vous voulez chercher sur Google, tout ça, allez-y, justement, c'est bien. La Ruhr, c'est un espace économique allemand. Eh oui, en même temps, vu le nom, voilà. Et la Wehrmacht, c'est justement un organisme militaire, puisque c'est l'armée allemande, justement, sous Hitler. Donc vous voyez, voilà, enfin on n'utilise pas les mots les plus, voilà, les plus joyeux. Hein, donc bon, on a Ruhr, donc qui dit oui, on va tout donner aux Allemands et nous on va encore se faire piller. Chômage massif, parce que forcément, tout comme tout va aller en Allemagne, tout va être délocalisé en Allemagne. Bah nous, on n'aura plus de boulot. Oui, c'est vrai que ça rappelle un petit peu les discours de certains politiciens aujourd'hui avec oui, les Chinois, ils nous volent tout notre boulot, tout ça. Non, non, enfin non, c'est juste la mondialisation. Et là, c'est justement le principe de la CECA. Bon. Et renforcer l'arsenal de la nouvelle Wehrmacht, donc c'est l'armée allemande, parce qu'à cette époque, justement, on flippe, parce qu'on se dit, oui, l'Allemagne, elle est en train de se refonder, tout ça, maintenant c'est un pays en plus, même si c'est la RFA et la RDA, mais RFA est en train de se reformer, on lui donne de l'argent, on lui donne de l'économie, on lui donne une armée, YOLO, elle va partir en live, c'est bon, elle va nous exterminer, hashtag Seconde Guerre mondiale. Ouais, vous voyez, on a encore la crainte des Allemands, justement. On a peur qu'ils se reforment et qu'ils reviennent, justement. Donc, voilà, ça a du mal. Ça a encore du mal, justement, à arriver chez nous. Bon. Et donc, dans le cours d'après, justement, je vous montrerai donc ce qui est la CECA. On travaillera aussi sur la CED et le début de la CE. Voilà. Avec notamment le traité de Rome, l'Euratom, bref. On verra ça dans le prochain cours, ne vous inquiétez pas. Et voilà. Donc sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Surtout, restez positif et restez concentré, c'est important. Et voilà. À bientôt.